Alors, première question, monsieur, est-ce que vous pourriez nous donner votre métier, nous dire en quoi il consiste? Alors, dans les grosses lignes, la première partie de mon métier, c'est la culture de la vigne, ce qui s'apparente au métier de viticulteur, qui est un petit peu différent du métier de vigneron, puisque dans le métier vigneron, ensuite, il y a toute la transformation du raisin et la commercialisation du vin. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre formation ou de ce que les élèves devraient avoir à faire pour se préparer à pratiquer votre métier? Alors, ce qu'on doit faire pour être vigneron, déjà, il faut aimer, sinon ça ne va pas marcher. Moi, spécialement, je peux vous décrire mon parcours, qui est un peu atypique, et après, je peux vous dire aussi ce qui est nécessaire, selon moi. Moi, j'ai voulu être vigneron quand j'étais, grosso modo, en 5e, donc à votre âge, à peu près. Et puis ensuite, donc ça c'était ma volonté. Et en 3e, à l'époque, il fallait s'orienter, soit dans une filière générale, soit dans une filière technique. Et mon père m'a dit, pour être vigneron, il faut toucher un peu à la mécanique, donc tu vas faire un peu de technique. Donc j'ai fait une filière technique et j'ai eu un bac qu'on appelle F1, bac construction mécanique. Le problème, c'est que ensuite, avec la bac construction mécanique, comme j'étais bon à l'école, les professeurs et mon père m'ont dit il faut que tu continues. Et j'étais un peu coincé puisque avec un bac construction mécanique, on ne peut pas passer en agricole. Il nous manque plein de matières, comme la SVT par exemple. Et du coup, il a fallu que je fasse un 2e bac, filière générale. Donc j'ai eu un bac C, c'est le bac scientifique de l'époque. Comme j'étais toujours bon, ils m'ont mis en prépa pour arriver à l'école d'ingénieur que j'ai intégrée. Et donc je suis ingénieur agronome et œnologue et j'ai été à l'école de Montpellier. Donc il n'y a pas nécessairement besoin d'aller jusqu'à ce niveau d'études. Je pense que l'État préconise le niveau baccalauréat. Il y a un brevet qui se passe, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Ça, c'est un peu le minimum pour avoir des subventions de l'État. Donc je pense que c'est le minimum aussi pour avoir pour vous. Ce qui est intéressant, c'est quand même d'approfondir ses connaissances, puisque le niveau baccalauréat, surtout en ce moment, aujourd'hui, les connaissances sont insuffisantes. Et vous avez, quand vous avez un métier, il faut avoir des connaissances, puisque vous avez des personnes qui vous sollicitent, des conseillers qui viennent chez vous pour, alors soit c'est des conseils payants, là du coup ça coûte, et il vaudrait mieux savoir et être conseillé par soi-même, soit des conseils gratuits, et souvent c'est pour vendre un produit. Donc il faut faire aussi attention. Donc toutes les connaissances que vous pouvez attraper ou acquérir après, en supplémentaire, c'est intéressant pour la vie. Voilà. Très bien. Parfait. Est-ce que vous pourriez nous décrire, on imagine un peu peut-être, mais l'environnement dans lequel votre métier se réalise? Où est-ce qu'il peut être réalisé et dans quel environnement? Alors on imagine facilement que ça se passe dans la vigne et dans la cave. Et aussi sur les foires ou les marchés, les salons de vin, des choses comme ça. Donc c'est essentiellement la nature. Et le bâtiment, c'est assez restreint bien sûr, c'est une cave, un chai, voilà. Très bien. Est-ce que votre métier nécessite des déplacements réguliers? Alors quand on habite pas très loin des vignes et de sa cave, les déplacements sont limités. Pour ce qui est du commun du travail, il y a toujours quelques bricoles à acheter dans des magasins spécialisés, donc il y a des petits déplacements comme de ce genre-là. Mais ensuite, pour le commerce du vin, vous pouvez être amené à aller partout en France et partout même à l'international. Vous pouvez exporter, présenter votre vin dans des pays étrangers. C'est intéressant aussi. On voit du pays, on voit des personnes, des mentalités différentes. C'est un côté agréable aussi des fois. Donc peu pour la culture, mais pour la partie commerce, on peut être amené à se déplacer. Tout à fait, oui. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous préférez dans votre profession, ce que vous aimez le mieux, le plus? Moi, personnellement, ce que j'aime le plus, c'est la nature, le contact avec la nature, l'aspect indépendant aussi.
J'ai personne au-dessus de moi, je suis mon propre chef d'entreprise ou d'exploitation. Quelquefois, il y en a qui préfèrent être dirigés, moi j'aime pas. Donc, pas ça, mon collège, vous avez là d'être dirigé, M. Beaufort peut être indépendant. C'est plus tard, avec les connaissances, c'est mieux. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner les avantages de votre profession? La question après sur les inconvénients, mais est-ce qu'il y a des avantages au-delà du contact avec la nature et de l'indépendance? Est-ce qu'il y a des choses qui sont très, très avantageuses par rapport à votre profession? La question est vague. C'est vrai. Par exemple, pour les enseignants, le gros avantage, c'est le nombre de vacances. Je suppose que vigneron, malheureusement... Non, il n'y a pas beaucoup de vacances de ce côté-là. Donc, par contre, si on aime la nature, c'est toujours lié à l'environnement. Mais si on aime la nature, on n'a pas besoin de prendre de vacances. Donc, on a vacances tout le temps. Bien sûr, c'est des vacances actives. Hein, c'est pas des vacances de feignants. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a au contraire des aspects très difficiles dans votre profession et des choses qui font que la profession est particulièrement... Oui, déjà, physiquement, le travail dans les vignes, c'est pas facile. Alors moi, je suis vigneron et c'est moi qui fais tout. Donc, il y a certains vignerons qui délèguent, qui ont des ouvriers et quelquefois, la partie physique, c'est pas eux qui la font. Et certains ne font que la partie commerce parce que ça leur plaît. Donc moi qui fais tout, la partie physique est assez pénible. Et ensuite, au point de vue moral et financier, il y a toujours des aspects climatiques qui sont pas très agréables, comme quand on gèle, quand il y a la grêle ou la sécheresse. Tout ça, c'est des aléas où on voit notre travail réduit à pas grand-chose et donc on voit que notre travail ne servira à rien, ne produira rien. Là, c'est un peu démoralisant. Très bien. Sinon, il y a aussi un autre aspect négatif, c'est l'administration. Mais ça, c'est tout le monde. Ça, malheureusement, c'est le pilote français, peut-être. Peut-être encore plus en... Oh, je pense que c'est un peu partout. De plus en plus parce qu'il y a des réglementations qui se rajoutent aux anciennes et ça n'arrête pas, quoi. D'accord. Oui, mais c'est vrai que le vin est très réglementé, on ne peut pas vendre n'importe quel vin. Tout à fait, oui. D'accord. Alors une question facultative, je ne sais pas si vous souhaitez y répondre, même si vous pouvez y répondre. Est-ce qu'il est possible de donner aux élèves une fourchette de salaire? Est-ce qu'il y a une évolution en début de carrière, milieu de carrière, fin de carrière? Est-ce qu'il y a vraiment une fin de carrière de vigneron? Est-ce que vous pouvez nous parler de cela? Non, alors quand on fait vigneron, on ne le fait pas pour s'enrichir, même s'il y en a qui arrivent à devenir riches. Il faut le faire par plaisir. On peut très bien s'en sortir. Hein. Moi, j'arrive à mettre mes enfants ici, donc c'est déjà bien. Je fais quelques efforts, mais c'est quand même... Donc, non, on ne vit pas dans le dénuement le plus total, donc ça va. Il faut bien gérer son affaire pour avoir quelque chose, il faut anticiper les aléas, il faut aussi quelquefois être ingénieux, trouver des vins qui soient un peu hors du commun, qui soient plus faciles à vendre et un peu plus chers, des choses comme ça. Si on se met à produire du vin que tout le monde fait à pas cher, ce sera plus difficile. De se faire sa place. Voilà, il faut se faire sa place. Et justement, on passe un petit peu à autre chose, mais au niveau du vin que vous produisez, est-ce que vous pourriez nous en parler et de ce qu'il a de... Alors les enfants ne connaissent pas forcément le vin, mais de ce qu'il a de spécial par rapport à ce que d'autres personnes font? Donc j'ai choisi de faire la culture biologique depuis le départ, par conviction, par raisonnement aussi intellectuel. Je ne voyais pas... Même mes études m'ont montré qu'il y avait des limites à la culture conventionnelle chimique. Donc j'ai choisi la culture biologique. J'ai choisi aussi de faire le vin, la vinification de manière naturelle, puisque par expérience je sais que ça donne des vins très différents de ce qui se fait industriellement. Souvent la transformation du raisin en vin se fait, tout est codifié, on rajoute telle levure pour donner tel goût, il faut telle température pour arriver à tel arôme, etc. Moi, je laisse un peu plus faire la nature et j'ai des vins qui sont plutôt atypiques par rapport au coin. Donc, bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde, mais quand ça plaît, les gens n'hésitent pas à revenir, à acheter. Et voilà. Ça marche très bien aussi à l'exportation.
Très bien. Y a-t-il, la question est un peu bizarre pour un ignorant, je m'excuse, mais y a-t-il des avantages en nature? Est-ce que avantages en nature, les enfants, c'est quand on a des avantages en objet, en matériel, autre qu'en argent? Alors vous imaginez si on demande ça à un vigneron, ça veut dire qu'a priori il a le vin gratuit. Normalement. J'ai le vin gratuit. Et l'autre avantage, c'est la nature aussi. Oui, c'est la nature. Vous avez le vin et la nature. Très bien. Vous buvez vous-même, monsieur Bouffard? Est-ce que vous buvez tous les jours? Est-ce qu'un vigneron boit tous les jours à sa table? Je bois presque tous les jours. Presque tous les jours. C'est pour goûter votre vin ou c'est vraiment à table? Il y a à table, il y a deux façons de goûter. Il y a la façon de goûter au chai, mais quand même, le chai ne dit pas tout de la dégustation. Quand on le goûte sur un plat, c'est souvent différent que tout seul. Donc la dégustation chez soi à table est presque indispensable aussi. Très bien. Parfait. Est-ce que vous pourriez nous donner, pour les élèves qui seraient intéressés, les qualités de personnalité essentielles qu'il vous faut, à votre avis, pour être vigneron? Sans langue de bois, hein. Il y a des enfants qui sont plus ou moins patients. Par exemple, si votre métier demande beaucoup de patience, alors il faudra qu'ils fassent une croix dessus s'ils ne le sont pas. Tout à fait. C'est un métier, oui, je ne voyais pas trop exactement la question, mais par exemple, la patience, il en faut. Quand on plante une vigne, c'est pour au minimum 25 ans. Donc en plus, ça ne récolte pas tout de suite. Donc il y a du travail à faire avant la première récolte et ensuite il faut prévoir tout ça. C'est du temps long. On ne s'installe pas comme ça pour après dire non, j'ai plus envie, on arrête. La persévérance alors. Voilà, aussi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que vous voyez vraiment indispensables? Moi, je trouve qu'être ingénieux, c'est bien aussi. Ça peut servir. Mais partout, hein. C'est un peu général ça aussi. Très bien. Pourquoi est-ce que vous choisissez de ne pas prendre d'aide pour, je ne sais pas si c'est pour couper les vignes ou pour tailler ou pour d'autres choses? Pourquoi est-ce que vous décidez de tout faire? Alors j'ai un défaut, c'est que je ne sais pas gérer les personnes non plus. J'aime pas être géré, je ne sais pas gérer, donc je suis bien tout seul. C'est plus facile de faire soi-même. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que vous pourriez nous dire avec quel autre corps de métier est-ce que vous êtes en relation au quotidien? Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous rencontrez qui ne sont pas forcément vignerons et qui travaillent avec vous, si vous lesquels? Oui, alors les principaux, c'est tout ce qui concerne la mécanique agricole, dans la viticulture comme dans l'agriculture en général, et même l'œnologie, on a beaucoup de matériel. Ce qui est intéressant, puisqu'avant, tout faire à la main, c'était assez pénible. Mais en même temps, tout faire à la main, on avait une petite surface. Donc, on a du matériel, mais il faut une plus grande surface pour vivre. Donc, bon, c'est comme ça. Donc, mécanique agricole. Mécanique agricole. Ensuite, il y a tout ce qui est administration, les douanes, par exemple. Et après, pour le commerce, on a les restaurateurs, quelquefois. Les redistributeurs. Voilà, le CHR. Très bien. Est-ce que, peut-être question difficile aussi concernant votre métier, est-ce que vous auriez une idée des perspectives d'emploi dans les enfants vont être sur le marché de l'emploi dans 10, 15, 20, 25 ans? Est-ce que vous auriez une idée de ce que le secteur du vin va devenir et peut-être même comment il a évolué, surtout les vins du Languedoc, ces 15-20 dernières années, peut-être ce qu'on peut prévoir sur les 15-20 prochaines années? Les 15-20, en fait, depuis 30 ans, les vins du Languedoc sont bien améliorés au point de vue de la qualité, donc de leur image. Personnellement, je pense que le Languedoc, c'est un peu la Californie des États-Unis. En Californie, ils font du vin qui est très connu, avec des beaux domaines et tout ça. Je pense que le Languedoc peut devenir ça. Il y a un petit frein au niveau de la mentalité, puisque souvent les coopérateurs ne veulent pas qu'il y ait des investisseurs qui fassent des domaines. Donc là, c'est un frein pour le Languedoc, je pense. Après, il y a d'autres avantages pour la coopérative, mais il y a aussi des avantages pour des investisseurs privés. Je pense gros, puisque ça tire quand même un peu même les petits domaines. Moi, je suis un petit domaine, je ne peux pas faire beaucoup comment dire, je ne peux pas rayonner sur le Languedoc et dire le Languedoc, voilà, c'est moi. Non, il faut des gros domaines aussi qui disent oui, le Languedoc, c'est bien, vous voyez comme on est beau, quoi.
Et ensuite, tous les petits, même les coopérateurs, peuvent en profiter de cette notoriété. Donc vous êtes plutôt optimiste? Je suis optimiste, oui, même si le marché en ce moment, il y a des hauts et des bas toujours dans le marché du vin. Et puis là, avec la guerre en Ukraine et les relations un peu compliquées avec la Chine, surtout aussi depuis le Covid, les consommations sont un peu en dents de scie. C'est un peu incertain, mais je pense que tout le monde boira du vin tout le temps. Pas tout le monde, du vin. Il y aura toujours du vin à boire et toujours des personnes qui en boiront. Très bien. Parfait. Est-ce qu'il serait possible, alors là ça dépend aussi de la saison, donc peut-être actuellement de nous décrire une journée type quand vous ne venez pas intervenir auprès des collégiens Balzac, qu'est-ce que vous faites du matin au soir au travail? Il n'y a pas vraiment de journée type, c'est aussi un peu le charme du métier, sauf éventuellement dans l'hiver où le principal du boulot c'est la taille. Là la taille est un gros travail et donc c'est un peu répétitif. En même temps, si on aime un peu la solitude et la méditation, ça aide, c'est pas mal. Il y a quand même, peut-être actuellement, il y a quand même des choses que vous faites tous les jours. Me lever. Non, mais des activités dans votre métier que vous faites tous les jours, des tâches à faire tous les jours, ou même pas spécialement? Non, pas spécialement. Non, ça change réellement, oui. D'accord. Très bien. Une dernière petite question, avant de passer à un objet que vous nous avez apporté, visiblement, qu'à présenter. Est-ce que vous arrivez quand même à trouver du repos et est-ce qu'il y a des saisons plus propices au repos et peut-être même de longues plages de repos? Il n'y a pas beaucoup de longues plages, il n'y a pas beaucoup de plages de repos. J'estime une quinzaine de jours en mois d'avril et une quinzaine de jours vers la Toussaint. Mais c'est parce que je pense avoir un peu trop d'hectares pour moi et ma femme, puisqu'on est tous les deux à s'occuper de l'exploitation. Si j'en avais un peu moins, je serais un peu plus tranquille. J'étais à ce propos-là, quand je me suis installé, on m'a dit il faut tant d'hectares de vignes, sinon vous ne pouvez pas vivre. Et voilà, je m'aperçois qu'en faisant la culture biologique et son vin soi-même et en le commercialisant, il en faut moins. Voilà. D'accord, très bien. Peut-être que les enfants oui, c'est possible. seront prêts à vous aider. Je ne sais pas, il est en 5e, alors on va voir si la vocation. Je crois qu'il y a quelque chose de cette ordre. Voilà. Très bien, parfait. Est-ce que donc vous nous avez apporté un objet, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? Oui. Je peux aussi. Il faut un peu d'eau dedans. Un peu d'eau, bien sûr. Qu'est-ce qu'un enfant peut faire? Vous pouvez faire un peu d'eau, verre d'eau, tout simplement? Il faut le remplir à peu près jusque-là. Merci. Alors, est-ce que ça va être... Ouais, pile poil, ça devrait aller. Ce n'est pas grave si ça déborde. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Personne n'a une idée? Il y a un thermomètre, oui, mais ce n'est pas sa fonction principale. Oui, c'est pour le vin. A priori, c'est pour le vin. Alors, c'est surtout pour le mou de raisin. Le mou de raisin, c'est le jus. Ça s'appelle un mustimètre. Ça mesure le taux de sucre. En fait, ça mesure exactement ça mesure d'abord la densité et ensuite, avec une table de correspondance, on arrive à avoir le degré potentiel alcoolique qu'on aura en fin de fermentation. Donc c'est avant la fermentation, le jus de raisin, alors là c'est de l'eau, donc la densité est de 1000 grammes par litre. Et quand c'est du jus de raisin, admettons à peu près dans la région, on arrive à peu près ici au début. Et tout au long de la fermentation, on mesure pour vérifier que que la densité descende et que le sucre soit consommé et transformé en alcool. L'alcool étant plus léger même que l'eau, et le sucre étant plus lourd que l'eau. C'est simple. Oui. Donc il y a aussi un thermomètre parce que la correspondance fait appel aussi à une température. Et la densité dépend de la température aussi, donc il y a tout un protocole. Bon, après, on peut le faire strictement, précisément, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt non plus. Très bien. Donc un mustimètre. Ça s'écrit M-U-S-T-I-mètre.
C'est ça, oui. Et là, c'est une éprouvette graduée. Je pense que vous connaissez peut-être. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, les enfants? Marie. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire quelque chose de mystique en Alors, il faudra demander au professeur de la Terre. C'est le mou. Alors le mou, ça s'écrit M-O-U-T, avec un chapeau ou un accent circonflexe sur le U. Voilà. Je me renseignerai, je vous dirai ça en latin. Le mou, c'est la chair? Non, le mou, c'est le jus. C'est le jus de raisin qu'on tire du pressoir. Oui. Vous avez combien de vignes? J'ai une douzaine d'hectares. Et donc, j'estime que c'est un peu trop, qu'avec 8, j'aurais suffisamment. Après, il ne faut pas non plus qu'il y ait de trop mauvaises années à répétition, mais voilà. Et ça, en termes de bouteilles, est-ce que vous parlez en termes de bouteilles ou ça n'est pas significatif? En termes de bouteilles, on peut faire... alors, je n'ai pas des grosses prétentions en rendement par rapport à d'autres. Justement, c'est pour faire du vin qui ait du goût et qui soit plus concentré. Et donc, sur les 12 hectares, je fais 40 000 bouteilles par an. Mais je ne vends pas tout normalement et dans l'année parce qu'il faut un peu de stock. Il y a des vins qui se prêtent au vieillissement, d'autres pas. Et en plus, le stock permet de compenser les aléas climatiques, les pertes. Voilà. Donc 12 000 hectares. 12 hectares. Pardon, monsieur Mondroit, vous avez eu acharné le travail. Jean. Donc, vous les gardez combien de temps? Vous les stockez combien de temps? Alors, en général, les vins blancs sont vendus dans l'année qui suit la récolte. Et les vins rouges, on peut les garder. Enfin, il y en a que je vends. Le plus vieux que je vends en ce moment, c'est le 2016. Voilà, ça donne une fourchette. Oui. Dans le vin, on presse aussi la peau du raisin? Oui, alors il y a effectivement il y a différents jus dans le raisin. Il y a le premier jus qui est la pulpe. Alors quand on est champenois, on différencie effectivement les sortes de jus puisqu'il y a la pulpe et puis ensuite il y a le tour juste avant la peau. Et c'est pas le même type de jus qu'on obtient. Et en Champagne, les premiers jus, donc c'est ce qui coule tout de suite, c'est la pulpe, c'est les cuvées, et ensuite, qui a un peu plus du mal à sortir, on appelle ça les tailles. Quand on fait du vin rouge, tout est macéré, donc il n'y a pas de différence dans les jus. Mais c'est surtout pour le vin blanc en pressurage direct. La bouteille normale, c'est 75 centilitres. Non, déjà mes bouteilles, on ne fait pas, ni de magnum. En fait, on ne cherche pas à se diversifier parce qu'après, la gestion du stock est plus difficile aussi. Quelles sont les sortes de vins que vous vendez? Alors, du vin blanc, alors il y a des vins tranquilles. Ce qu'on appelle les vins tranquilles, c'est qu'il n'a pas de bulbe, qui ne mousse pas. Donc je fais en blanc, en rosé et en rouge. Donc j'ai différentes cuvées en blanc. J'ai du chardonnay, j'ai du blanc de noir. Là c'est du blanc qui est fait avec des raisins noirs. C'est un peu particulier, il faut faire attention au pressurage. Justement, la qualité des jus qu'on obtient est importante là-dessus. Le rosé, alors le rosé on peut le faire de différentes façons. Aussi, je vous explique un peu en même temps. Le rosé, traditionnellement, se fait en faisant une petite cuvaison, c'est-à-dire on fait macérer les pulpes, la peau et le jus, mais pas longtemps. Moi, je préfère le faire comme le blanc, c'est-à-dire pressurage direct avec des raisins qui sont déjà très colorés. Et les vins rouges qu'il faut faire macérer, donc c'est le jus qu'on macère plus longtemps avec les peaux. Et la fermentation commence justement avec les peaux. Ça, c'est les 3 principaux vins tranquilles. Et ensuite, je fais des vins mousseux blancs et rosés, puisque je suis d'origine champenoise. Champenoise, c'est-à-dire là où nous fabriquons Champagne. Champagne. Donc les vins effervescents. C'est drôle ça, le vin tranquille, c'est un vin qui ne mousse pas, et quand il a un goût tranquille, il mousse. Voilà.
Très bien. Donc dans notre vin, finalement, si on vient acheter une bouteille chez vous, Monsieur Beaufort, qu'est-ce que nous trouvons? Du raisin? Dans le vin? Dans votre vin, si on vient chercher une bouteille chez vous, on trouve du raisin. Est-ce qu'il n'y a pas d'addition de sucre? Non, il n'y a pas d'addition de sucre. Enfin, la plupart du temps, pour les mousseux, normalement, c'est du jus de raisin. Il y a une petite opération, c'est que pour le mousseux, vous faites d'abord du vin tranquille et ensuite, à la mise en bouteille, vous rajoutez une dose de sucre. Alors, soit sous forme de jus de raisin, soit sous forme de sucre de raisin aussi, qui s'achète. C'est du sucre, c'est un jus concentré et appauvri avec tous les... Enfin, il reste plus le sucre, quoi. Donc la plupart du temps je le fais avec du jus de raisin et quelquefois avec des petits loupés je prends du sucre de raisin. Voilà. Je rajoute un petit peu de sulfite mais vraiment très peu. Quelquefois ça ne se retrouve pas dans l'analyse dans les vins. La plupart du temps c'est pour stabiliser, c'est pour éviter les mauvaises bactéries, levures qui s'installent. Il ne faut pas grand chose pour bloquer certaines bactéries ou levures indésirables. Je vais peut-être je pose peut-être une hérésie, jamais d'eau. Non. D'accord. Non, mais je ne sais pas. On va peut-être rajouter de l'eau. Non, il y en a qui peuvent en rajouter avec des proportions minimes quand ils rajoutent ce qu'on appelle de la colle. La colle la plus naturelle qui se faisait avant, c'était le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf a une particularité, c'est de capter les tanins. Donc quand vous avez des vins un peu astringents qui font comme ça à la bouche, vous mettez un peu de blanc d'œuf, après il faut que ça décante, donc, et les tanins sont un peu plus souples. Voilà. Mais moi je ne mets rien de tout ça, donc... Alors là, en général, quand on est sur un terrain qui est assez riche, au bout de la 3e année, on commence à avoir déjà quelques raisins. Et le diamètre, c'est à peu près ça. La 3e année? Oui. Ah oui. Et ça pousse bien. Ça pousse bien. Après, quand on est sur des terrains qui sont plutôt chétifs, enfin arides, il faut un peu plus de temps. Vous avez dit que quand on plantait à Fénis, c'était pour 25 ans? Oui, ça c'est un peu le minimum. Après, en dessous, c'est pas très rentable. Il y a quand même pas mal d'investissements au niveau des plants qu'on achète. Et donc après, vous en faites quoi des vignes? Vous arrachez tout, puis vous en... Quand ça marche bien, on dure jusqu'à 40, 50, 70 ans. Après, il y a des variétés qui supportent... il y a des méthodes de culture qui font que les vignes dépérissent rapidement. Donc, quand on les incite trop à produire, souvent, c'est là où elles durent moins longtemps. Ouais. Merci.